logiciels libres, que le CERN d'ailleurs continue à coordonner, les logiciels notamment sur la simulation rayonnement matière détecteur, les caméras positron-électron, notamment caméra Sharpak d'abord, l'IRM avec les grands aimants que je vous ai montrés, hein, qui servent maintenant pour faire de l'IRM corps entier, les circuits électroniques libres, l'innovation ouverte, les publications gratuites. On a un système où le CERN négocie avec les éditeurs pour qu'ils fassent leur travail d'éditeur et finance les éditeurs, c'est-à-dire à travers la contribution des États au CERN, et ensuite les éditeurs, tout en faisant leur travail d'éditeurs et de référies. Et ensuite, les publications sont gratuites dans toutes les universités du monde entier. Les données du LHC sont maintenant publiques et documentées, et tout un tas d'outils collaboratifs mondiaux pour la gestion de projets notamment, et d'autres plus anecdotiques comme les agendas, etc. Il y a un rapport de l'OCDE qui montre que ce type d'innovation ouverte favorise beaucoup plus la croissance que l'innovation, l'appropriation exclusive, qui est le domaine des brevets et des licences. Rassembler le monde entier, donc au début il n'y avait que 12 États européens en 1954, maintenant on a une carte du monde que je vais vous montrer, dans laquelle on retrouve un peu tous les États. Là vous avez le nombre d'utilisateurs du CERN, 10 500, localement sur place 2 300 qui sont employés, plus 1 600 qui sont temporaires, un budget d'à peu près 1 milliard d'euros par an. Et donc voilà la carte du monde. Vous voyez ici en blanc, ce sont les pays qui ne sont pas connectés au CERN du tout, essentiellement l'Afrique, pour lequel il y a un problème effectivement d'éducation et de connexion sans doute aussi, qui est majeur. En rouge, vous avez tous les pays qui ont un accord de coopération avec le CERN et qui donc participent aux grands détecteurs et à la science qui est faite au CERN. Vous avez ici le nombre de scientifiques qui participent. Vous avez des pays comme l'Iran, Israël, le Pakistan, l'Inde, qui sont dans les mêmes expériences, ce qui est quand même assez incroyable. Vous avez en vert ce qu'on appelle les pays observateurs, c'est-à-dire qui non seulement ont contribué aux expériences, mais aussi qui ont contribué à la machine LHC, et qui donc ont un siège au Conseil du CERN sans droit de vote, qui vont devenir ce qu'on appelle des associés. Donc là, vous avez les États-Unis, l'Inde, maintenant il y a le Pakistan aussi, la Turquie, la Russie, la Chine. Et en bleu, vous avez les fameux États membres qui mettent dans un pot commun et qui définissent la stratégie de l'organisation, avec un droit de vote surtout. Et Israël vient de rejoindre le CERN. Activité de formation. Alors ça va depuis 100 000 visiteurs par an, la Société d'astronomie a fait partie de ces visiteurs. C'est une véritable industrie, hein. 100 000 visiteurs par an, c'est énorme. Hein. C'est 7 jours sur 7. Il y a énormément de gens qui viennent aider à ça, notamment les retraités font du bénévolat et connaissent l'histoire du CERN d'ailleurs souvent mieux que les actifs et participent à raconter le CERN. Vous avez les professeurs de physique, maintenant il y a un tas de programmes nationaux et internationaux, hein, à peu près 1000 profs par an qui sont éduqués dans leur langue, il y a à peu près 100 français par an, et qui ensuite peuvent retraduire ça devant leurs élèves. Vous avez les écoles d'étudiants, où on retrouve d'ailleurs des Israéliens et des Palestiniens qui sont envoyés sur le même contingent, les jeunes chercheurs et les scientifiques déjà bien entraînés. Les questions pour le futur, je vous en ai mentionné quelques-unes, mais on en a quand même des très immédiates. C'est que je vous ai dit, la masse est 125-126 GeV. Pourquoi cette masse-là? Elle pouvait être n'importe quoi entre 0 et 1 TeV. Pourquoi c'est 125-126? Comment expliquer cette masse? De manière plus générale, comment expliquer cette échelle d'énergie vers le TeV qui dans l'histoire de l'univers, a donné une masse aux particules et les a différenciées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'expliquer ça? La supersymétrie, qui est une théorie qui pourrait être la théorie au-delà du modèle standard, permettrait d'expliquer peut-être cela. Le modèle standard en est incapable. Est-ce que le boson de Higgs qu'on a découvert est vraiment celui du modèle standard? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a une ouverture au-delà du modèle standard? Pour ça, on aura besoin de plus de données pour pouvoir l'étudier de plus près. Et donc, la stratégie est sur 2 lignes. Donc actuellement, on en est là. Entre 2010 et 2012, on a marché entre 7 et 8 TeV dans le centre de masse. On a accumulé une statistique qui est décrite par ce nombre-là, 35 ⁻⁻1. À partir de l'année prochaine, on va monter entre 13 et 14 TeV.
et accumuler 10 fois plus de statistiques d'ici 2022. À partir de 2022 à 2035, on va pousser l'intensité des faisceaux encore d'un facteur 10, de manière à atteindre encore 10 fois plus de statistiques. Et donc tout ça, ça nous permettra soit de découvrir de nouvelles particules, soit de mesurer des choses qui dévient des prédictions du modèle standard, puisque c'est une théorie absolument prédictive. Actuellement, on la vérifie quasiment pour 1000, et on pourrait essayer d'aller plus loin et voir si on voit des déviations. C'est une théorie extrêmement précise. Et on commence à réfléchir à partir de maintenant à qu'est-ce que pourrait être la machine entre 2040 et 2100. Et il y a deux pistes, soit faire une machine à électrons qui permettrait d'analyser avec plus de précision des particules nouvelles qui seraient trouvées avec le LHC, et on pense qu'on serait capable de faire des machines électrons-positrons jusqu'à 3 téraélectronvolts, qui donc permettraient d'étudier des particules massives trouvées par le LHC dans les années qui viennent, par exemple les particules de matière noire. Pour ça, on ferait un accélérateur linéaire et non pas circulaire, parce que sinon les électrons perdent trop d'énergie par rayonnement synchrotron. Mais à ce moment-là, il faut accélérer très très rapidement les particules pour que sur une distance d'une cinquantaine de kilomètres, une soixantaine de kilomètres, on arrive à monter avec 1,5 TeV d'un côté et 1,5 TeV pour les électrons et 1,5 TeV pour les positrons, et les faire collisionner à 3 TeV. Ou bien, l'autre hypothèse, c'est de faire des aimants encore plus puissants que des éléments du LHC, en utilisant du nobium éteint ou même des supraconducteurs chauds, pour monter à des énergies plus grandes, soit 30 TeV dans le tunnel du LHC, ou soit mieux 100 TeV dans un tunnel qui ferait 100 km de circonférence. Et donc on a actuellement des études sur les deux possibilités, même d'implantation géographique. 60 km, ça serait donc le linéaire, ça serait une machine qui partirait, des électrons qui partiraient du Rhône et d'autres qui partiraient d'environ Lausanne et qui viendraient se rencontrer au milieu du LHC, de manière tangente au LHC, ça reste encore à voir. Donc les électrons et les positrons, elles viendraient se cogner ici au milieu. Ou bien une machine d'une centaine de kilomètres de circonférence qui passerait sous le petit lac, et qui viendrait faire le tour du Salève, lécher le Jura, et éventuellement être tangente au LHC ou bien croiser le LHC. Le LHC étant la petite machine ici en blanc. Ça permettrait d'atteindre 100 km de circonférence. D'ailleurs, cette machine pourrait peut-être servir éventuellement aussi à accélérer des électrons et des positrons et faire des collisions aux alentours de 300 GeV ou 500 GeV, ce qui permettrait de faire une usine à bosons de Higgs et produire un tas de bosons de Higgs, des millions, là où le LHC n'en produira que des milliers. Et donc, ce qu'on appelle le TILEP éventuellement. Et donc voilà actuellement les pistes que l'on regarde. Bien sûr, c'est encore un long chemin, et il y aura au moins 3 ou 4 conditions qui seront nécessaires et peut-être pas suffisantes. Conditions nécessaires, donc il faut qu'il y ait un argumentaire scientifique qui soit aussi solide que l'était le boson de Higgs, être ou ne pas être pour le LHC, et donc ça dépendra des résultats du LHC dans les années qui viennent. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura une physique qui va sortir d'une machine à 100 TeV, ça reste encore à voir dans quelle mesure on comprendra mieux l'échelle du boson de Higgs, l'échelle de 1 TeV avec une machine de 100 TeV, c'est pas très clair encore. Deuxièmement, il faut montrer que cette machine contribuera à des défis technologiques qui soient source d'innovation, un peu comme l'a été le LHC ou la machine précédente qui était le NEP, qui étaient des machines épulsées moins dans le tunnel du LHC. Troisièmement, il faudra montrer que ça peut se faire à budget constant, peut-être avec une augmentation de la contribution de l'Asie et de l'Amérique, mais en faisant une machine plus mondiale, mais en tout cas constant pour l'Europe. Et quatrièmement, il faudra sans doute que cette machine soit acceptée par les citoyens, c'est-à-dire que notamment elle passe sous Genève, et on ne construit plus des machines comme ça, comme on le construisait il y a 30 ans. J'avais dit qu'on faisait visiter le CERN à 100 000 visiteurs par an, on le fait visiter aussi à des enfants des classes primaires, et on leur demande à la fin, après on va parler du CERN, fait un exposé un peu du genre de celui que je vous ai fait, on leur demande, ils posent une question, dessine-moi un physicien. Et voilà un des dessins, on a des milliers de dessins actuellement. Je suis en train de faire à partir de ces dessins qui posent d'ailleurs des questions, un livre pour enfants dans lequel on a une question d'enfant, un dessin d'enfant, et de l'autre côté je mets une petite réponse et une citation d'un philosophe ou d'un poète, et ça sera dans les mains des profs et des élèves de la fin des classes primaires et début du lycée,
dans le cadre de ce qu'on appelle la main à la pâte, avec les éditions Belin. Et donc voilà un des dessins, un physicien cherche le pourquoi du pourquoi, ça correspond à peu près à ce que je vous ai dit, et ça ressemble à une quête sans fin, probablement sans fin, parce que probablement notre esprit n'est pas constitué pour arriver à résoudre complètement les problèmes qu'on se pose. Même les mathématiques, j'ai appris, ont en elles-mêmes un théorème d'incomplétude qui montre qu'elles n'arrivent pas à faire une théorie, qu'il n'existe pas de théorie mathématique qui n'est pas derrière une question indécidable. Donc vraisemblablement, nous, on n'arrive pas à décider du tout sur l'histoire de l'univers. Mais on avance, et c'est ça qui nous fait plaisir, et c'est la quête permanente de l'humanité depuis que l'humanité existe. Donc voilà, je vous ai raconté un peu que c'était une quête de l'humanité, qu'on a porté notre brique avec la découverte du boson de Higgs à cette quête de l'humanité. C'est basé sur un rationalisme collectif et des valeurs communes. Ça rassemble par-delà les différences religieuses ou de citoyenneté. Le LHC est la plus grande aventure scientifique mondialisée. C'est quand même plutôt rassurant du point de vue de la sécurité dans le monde, d'être capable de rassembler. Il n'y a guère que la science, la musique peut-être et l'art qui arrivent à rassembler comme ça. Je vous ai dit qu'il y avait quand même des coïncidences numériques qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, quel est le rôle du hasard dans les fluctuations quantiques pour les géosymétries? Quel est le rôle de la nécessité? Est-ce qu'il y a des lois, encore des théories au-delà du modèle standard qui permettrait de tout expliquer? Il y a une émergence d'un emboîtement de structures dans la matière et aussi de lois, depuis la mécanique classique jusqu'à la mécanique quantique. Ces lois, la science est quand même une. On sait qu'entre la mécanique classique et la mécanique quantique, ce n'est pas un divorce, puisque les expériences de Laroche, avec un nombre fini de photons ou d'atomes, permettent de montrer que lorsqu'on parle d'atomes ou de photons, on est vraiment dans le domaine de la mécanique quantique. Mais si on en met des centaines ou des milliers, on se rapproche de la mécanique classique déterministe avec les lois qu'on connaît. Donc c'est la loi des grands nombres qui fait passer des grands nombres d'atomes qui fait passer de la mécanique quantique à la mécanique classique. Mais néanmoins, on n'a pas besoin pour la mécanique classique de se servir de la mécanique quantique. On a des théories effectives qui fonctionnent à chaque degré, la physique nucléaire, ou bien la théorie quantique des champs relativistes, ou bien la physique atomique, ou bien la physique classique. Chacune sont opérantes à leur niveau. On a donc un nouveau paradigme avec ce boson de Higgs, ce champ scalaire, l'inflation, le boson et les chapeaux mexicains. Est-ce qu'il peut expliquer encore plus que ce qu'on peut penser? Pour l'instant, le modèle standard a l'air d'être très robuste et de pouvoir s'extrapoler très loin. C'est pour ça qu'on a quand même, en même temps qu'on le découvre, ce modèle standard, qu'on a découvert le boson de Higgs, on craint que sa robustesse soit telle que la prochaine machine ne soit peut-être pas adaptée à trouver la physique au-delà du modèle standard. Ça, c'est le LHC qui nous le dira, vers un tourne à plus haute énergie et à plus haute énergie et avec plus grande intensité. Si vous voulez en savoir plus, donc là je fais un peu de la pub pour notre livre Le boson et le chapeau mexicain. On a un autre livre aussi qu'on a fait avec Étienne Klein, Francis Bernardo, qui est un astrophysicien qui dirige actuellement l'IAP, et Sandrine Laplace, qui est une physicienne qui a travaillé sur Atlas, qui s'appelle La physique des infinis, à la collection La Ville Brûle, qui est un débat animé par Sylvestre Huet, de Libération. Et puis on a même fait pour le grand public un spectacle autour du vide quantique, avec Marie-Émile Manchicourt, en essayant d'associer des artistes, des musiciens et des scientifiques, pour l'instant dans un spectacle de 20 minutes d'art numérique, qui est basé sur des quasi-hologrammes, pour essayer de faire sentir un peu ce qu'est le vide quantique. Et voilà, avec ça j'ai terminé. Merci beaucoup, M. Piro. Je suppose que vous avez plein de questions, mais avant, je veux faire une annonce parce que c'est le LHC qui vous a attiré. Vous m'entendez bien, dans le fond? Oui. Il est branché? Le micro? Oui. C'est le LHC qui vous a attiré ici. Or, il y a en ce moment, au Palais de la Découverte, une grande exposition sur le LHC, le grand collisionneur, et qui est à la portée des adultes et aussi des jeunes. C'est jusqu'au mois de juillet prochain. Ça vaut vraiment le coup de visiter. On est un peu situé à l'intérieur du tunnel. On explique assez simplement toutes les expériences et il y a aussi des vidéos et on voit les collisions et à un moment vous êtes un proton et vous êtes en train de vous colter à un autre proton. C'est formidable. Donc si vous pouvez aller au Palais de la Découverte, allez-y. Merci Jean-Pierre, j'aurais dû le dire, j'ai oublié de... Merci Jean-Pierre, effectivement. Oui. Et monsieur Spiro est modeste aussi,
il y a aussi un article dans le Pour la science spéciale de ce mois-ci, justement sur la nouvelle physique, et ça vaut le coup, c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ben, moi, je vais en commencer par oui, si les mains ne se lèvent pas. Est-ce que le boson de Higgs existe toujours? Ou est-ce que c'était uniquement au tout début de l'univers? Ah non, le champ de Higgs existe toujours. Le champ de Higgs existe toujours, et lorsque l'on l'excite par des collisions proton-proton, on le fait sortir, le boson de Higgs, du vide quantique. D'accord. Les champs existent toujours. Simplement, au tout début de l'univers, le champ de Higgs était dans un état qui était différent, et il a subi le vide quantique a subi une transition de phase, et le champ de Higgs a une valeur moyenne non nulle au tout début de l'univers, mais le champ de Higgs existe toujours, et on l'excite avec le LHC, et c'est ça qui permet de faire sortir du vide quantique des particules qui sont les bosons de Higgs. Alors, des questions? Est-ce qu'il existe un lien entre le LHC et le programme ITER? Il n'existe pas le lien scientifique direct, puisque le but de ITER, on nous demande s'il existe un lien entre ITER et le LHC, le but de ITER c'est de reproduire en laboratoire la fusion thermonucléaire qui existe naturellement dans le Soleil sous l'effet de la compression par la gravitation. ITER utilise la compression, le confinement magnétique, pour essayer de chauffer et de produire la production d'énergie par la fusion thermonucléaire de l'hydrogène. Donc ça n'a pas grand-chose à voir du point de vue scientifique avec le LHC. Mais par contre, le confinement magnétique est basé sur des champs magnétiques, des aimants, qui ressemblent beaucoup à ceux que l'on a construits au LHC. Et en fait, le LHC s'était inspiré des prédécesseurs de ITER pour mettre au point les aimants du LHC. Et maintenant que les aimants du LHC ont été mis au point en grande quantité, ITER se sert de l'industrie qui a permis de produire les aimants du LHC pour faire des aimants encore plus puissants pour sa machine. Et nous, on pense que la machine de 100 km de circonférence plus tard s'inspirera beaucoup de ce qu'aura fait ITER pour pouvoir la réaliser. Donc il y a un aller-retour technologique sur les aimants de très haut champ magnétique entre la fusion et le confinement magnétique pour la fusion et les grands accélérateurs de particules. D'ailleurs, les ingénieurs des aimants du LHC, maintenant que les aimants ont été faits, ils sont allés travailler dans ITER et reviendront au CERN pour construire la prochaine machine. Oui. Tout à l'heure, vous avez montré un cube où on voyait l'univers, les filaments de l'univers. Il dépasse les limites du cube, le volume dépasse les limites du cube, des filaments. Oui. Est-ce que justement, c'est l'hyperespace, un hypercube, ou un hypercube qui montrerait l'existence des univers bulles? Non, là, en l'occurrence, c'est qu'une représentation qui a été schématisée par un cube, mais l'idée, c'est que ceci se reproduit dans tout l'univers. On a montré un morceau dépeint par un cube, mais il ne faut pas y voir une signification au-delà de la représentation graphique. C'est juste une question. Oui, dans la presse, on a vu beaucoup en fait que cette particule, ou plutôt ce champ, on devrait dire, est responsable de la masse, donc de toutes les particules, donc de notre masse. Mais en fait, d'après votre présentation, en fait, c'est responsable de la masse des particules élémentaires. Mais est-ce que c'est responsable de la masse des protons? Parce qu'en fait, quand on regarde la masse des quarks individuellement qui composent les protons, quand on fait leur somme, on tombe pas sur la masse du proton. Donc en fait, les particules qui nous composent, enfin, les atomes, est-ce que le boson de Higgs en fait est responsable de l'intégralité de notre masse? Alors vous avez parfaitement raison, j'aurais peut-être dû le dire. Le boson de Higgs s'applique aux particules élémentaires. Le mécanisme, il donne une masse aux particules élémentaires, éventuellement il se donne une masse à lui-même, encore que ça reste un problème puisqu'on n'arrive pas à comprendre sa masse au boson de Higgs, donc ça reste un sujet de controverse. Mais il donne la masse à l'électron, qui est une des particules qui est autour de nous. Mais c'est vrai, il donne la masse au quark, mais la masse du proton, c'est déjà un objet composite, le proton, et en fait, c'est l'énergie de liaison des quarks qui est, par la relation E égale MC2, qui est responsable de la masse du proton. Donc c'est pas la masse c'est pas le boson de Higgs qui donne la masse au proton, c'est l'interaction entre les quarks eux-mêmes qui donne une forme d'énergie de liaison des quarks, c'est cette énergie de liaison qui est responsable de la masse du proton.
Donc la masse qui est dans l'univers, qui est essentiellement la masse due aux protons, parce que les protons sont beaucoup plus lourds que les électrons, et il y a autant de protons que d'électrons parce que l'univers est électriquement neutre. La masse dans l'univers de la matière ordinaire, hein, parce qu'il y a la matière noire, c'est encore autre chose, la masse de l'univers de la matière ordinaire est liée à autre chose que le boson de Higgs. C'est lié à l'énergie de liaison des quarks. La matière noire, si elle est faite de particules, il est possible que leur masse vienne du boson de Higgs. Mais là, on est au-delà du modèle standard, et pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Moi, j'ai lu il y a 2 jours de la seule lecture sur le site du CERN qu'on avait trouvé 2 nouvelles particules au CERN. Alors, je lis parce que c'est pas évident. Bon, le Xi-B et le Xi-B étoile, qui sont des baryons, qui sont 6 fois plus massifs que le proton, et ça a été fait au LHCb. Formidable. Alors, je vais vous dire... Le LHC ne tourne pas et on trouve quand même des particules. Non, mais je pense qu'on a traité du résultat ancien, je suppose. Non, c'est la... Non. Je vais vous dire pourquoi, comment ça marche. Ça vient de ce que je vous avais montré au début. Donc, je vous ai parlé qu'il y avait 6 quarks dans la nature qu'on observe. Oui. Le proton lui-même est fait des quarks U et D qui sont très légers, 5 MeV environ. Et effectivement, c'est en mettant 2 quarks U et un quark D qu'on obtient un proton, et c'est l'énergie de liaison qui donne le gigaélectronvolt, c'est-à-dire presque 1 million de fois plus la masse du proton est presque 1 million de fois plus grande que la masse des quarks qui le constituent. Ceci dit, il existe des quarks très lourds, et notamment le quark B, que vous voyez ici, qui s'appelle Bottom, Oui. qui est 6 fois plus lourd que le proton. Et donc on arrive à fabriquer des espèces de protons avec un quark B à l'intérieur. Wow. Et c'est comme ça qu'on fabrique des particules qui sont beaucoup plus lourdes que le proton. D'accord. Et qu'on a pu produire au LHC. Et qui cadre avec le modèle standard. Et qui cadre avec le modèle standard, simplement, au lieu d'avoir un quark U, on a un quark B. Alors on peut essayer d'avoir un quark T, mais pour l'instant les quarks T, on n'arrive pas à les mettre dans les... J'ai une question. Comment ça se fait qu'on exprime la masse en électronvolts? Comment ça se fait qu'on exprime la masse en électronvolts? Alors, en fait, un électronvolt... Pour ceux qui n'ont pas entendu, comment se fait-il qu'on exprime la masse en électronvolts ou en millions d'électronvolts? Ça vient du fait que, d'abord, un électronvolt, c'est une unité d'énergie. Ça peut être équivalent à des joules. Je sais plus comment. C'est 1,6 10-19 joules, c'est très, très petit par rapport à un joule, qui est l'énergie qu'on a lorsqu'on déplace 1 kg par un mètre. Donc l'énergie d'un électronvolt, c'est minuscule. Évidemment, quand on parle de millions d'électronvolts, c'est déjà un petit peu plus, des milliards d'électronvolts, c'est un peu plus. Mais on utilise la relation E égale mc2, c'est-à-dire qu'en fait la masse, c'est l'énergie divisée par la vitesse de la lumière au carré, si vous voulez arriver à des kilogrammes. Mais plutôt que de diviser par C2 qui est embêtant, et d'utiliser les kilogrammes, on utilise directement les électronvolts, en sachant qu'en fait, si on voulait ramener ça à des kilogrammes, il faudrait diviser par C au carré pour partir d'une énergie exprimée en joules, divisée par C au carré. Oui, c'est tout petit. Oui, c'est tout petit. Donc, autrement dit, on multiplie la masse par C au carré pour arriver à parler d'électronvolts comme unité d'énergie. On utilise de manière indifféremment l'unité d'énergie plutôt que l'unité de masse, en sachant que c'est relié par E égale mc2. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que tout est clair? D'autres questions? Sinon, juste pour terminer, dans les papiers, pour terminer avec l'histoire d'électronvolts, dans les papiers, on dit toujours électronvolts sur C2, mais oralement, on reste à électronvolts. C'est assez de près. Oui, c'est assez de près. Mais c'est sous-entendu. Allez-y, parlez que de micro. Donc moi j'ai une question sur la particule, le boson de Higgs. On a beaucoup parlé de sa masse, mais avec les différents modèles et calculs, on peut aussi prévoir d'autres paramètres de cette particule. Est-ce qu'on a confirmé ces paramètres ou est-ce qu'il y a encore des indéterminations? Oui, alors on a confirmé ces paramètres, pour l'instant pas avec une très grande précision. Je vous les ai montrés, je vais vous les remontrer encore. Et essentiellement, ce qu'on regarde, c'est dans combien de fois il se désintègre
en gamma-gamma par exemple, combien de fois ils les intègrent en WW, combien de fois ils les intègrent en deux autres quarks, en quark B et anti-B, ou bien en électrons lourds tau bar. Et donc le fait que cette courbe-là passe à travers les mesures de probabilité de se désintégrer dans les différents modes, colle avec le modèle standard. Ça, on n'avait pas ça avant. Et maintenant, depuis cet été où on a fait des analyses précises, vous voyez que cette droite passe à travers les points expérimentaux qui ont une barre d'erreur. Mais on espère que dans les années qui viennent, ces barres d'erreur vont être beaucoup plus petites et on va pouvoir voir si la droite passe réellement à travers la précision des mesures. Pour l'instant, ces mesures de précision dans les différents modes dans lesquels le boson de Higgs se désintègre n'ont pas une très grande précision. On améliore ces précisions, mais jusqu'à là, ça colle bien. Les probabilités de se désintégrer dans un mode plutôt que dans un autre collent bien avec les prédictions du modèle standard. Et on améliore sans arrêt ces précisions. Mais on va gagner encore un ordre de grandeur, on va arriver au pour 1000 dans un peu de temps. Bien, nous voulons simplement vous dire que dans la salle, il y a des jeunes qui vont aller visiter le CERN bientôt et qu'ils avaient isolément, chacun indépendamment, visité déjà l'année dernière, ou il y a 2 ans. Donc vous voyez, votre triangle éducation porte ses fruits, même à plaisir. Alors, si réellement vous faites ça, moi je suis prêt à venir dans les classes ça doit être les classes de première et terminale, j'imagine. Oui. Je veux bien venir dans les classes de première et terminale de Plaisir Grignon, c'est le prof, pour refaire cet exposé. Pour rien vous cacher, j'ai fait ça à Rodez, et aux classes de terminale de Rodez, qui sont allés visiter le CERN. J'ai fait ça à Toulouse, j'ai fait ça à Rennes, et j'ai fait ça dans mon lycée, là où j'ai fait mon bac, à Roanne. Et ils vont visiter le CERN le 6 février. Je vais d'ailleurs les accompagner l'année prochaine. Voilà les jeunes qui vont aller au CERN. Et j'ai fait ça aux classes de terminale de Saint-Denis aussi. À Saint-Denis. Bon, mais je pense que vous avez vu qu'on a parlé un peu d'astronomie et que finalement l'infiniment grand et l'infiniment petit se rejoignent. Et ce sera l'objet du prochain exposé qui aura lieu le 3 avril. Bon, nous vous remercions de vous être déplacés et de nous avoir donné toutes ces informations de première main. Et vous voyez qu'il y a quand même dans une banlieue un peu perdue des gens qui s'intéressent à tout ce que vous faites et nous en remercions. Merci, je remercie l'auditoire pour son attention et ses questions. Ça me fait beaucoup plaisir de voir l'intérêt que vous portez à cette science. Alors il reste un peu de dope. Merci. Merci. Je vais faire un exercice difficile. Je vais appeler J'interroge après, on interroge le Ah, vous voulez que je le dédicace? Alors c'est... Non, c'est pas facile. C'est Jean-Claude André. Ah oui. Comment vous l'appelez? C'est quoi des chercheurs des études? Ouais. Vraiment, l'influence. Ben ouais, mais il n'y a pas que regarder. Voilà. C'est le directeur pour rien. Ouais. Merci d'être venu.
c'était pas mal. J'avais vu une émission il y a 3 semaines. Je m'étais entraîné un peu, j'avais compris. Non, mais il y avait sur RMC Découverte, il y avait la construction du CMS. C'était pas mal fait. Je sais pas si c'est souvent des rediffusions et c'est à voir parce que Nous, on a eu la chance de descendre. Ah oui, oui. Avec Jean. Ah oui, toi tu l'as Jean fait partie, ouais, il y a eu deux sessions. déjà la construction et tout ça, c'est énorme. C'est énorme. Et les visites, elles sont bien faites. L'occasion, On peut le faire en particulier. Oui, après, l'été, il faut s'inscrire, on va voir. Celui qui va dans le coin, mais je ne sais pas si on descend. Enfin, on est descendu dans la librairie. On descend dedans. Et sinon, on visite les installations, on visite la fabrication des modules, on voit les salles de cours. Tout ça, c'est assez extraordinaire. Salut. Bon, salut toi. Ça va? Tu l'as acheté alors? De quoi? Ta FSQ? Non. Non? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Attends, tu l'as arrêté ce truc-là? Je vais arrêter.